C'est un plaisir de retrouver nos acteurs économiques agricoles ce matin. Je vous remercie pour votre disponibilité. Je sais qu'il y a un peu de peine dans le secteur, notamment en ce qui concerne les producteurs de soja. Vous avez exprimé une certaine préoccupation. Et d'ailleurs, vos déconvenus me parviennent. Je m'ai rendu compte de l'entretien que vous avez eu et j'ai souhaité vous rencontrer moi-même pour apprécier la situation réelle selon vous et envisager avec vous les solutions, les réponses à apporter à vos préoccupations afin que ce stress cesse. Je voudrais vous rassurer d'entrée de jeu que nous œuvrons pour une économie agricole dynamique, prospère, qui crée de la richesse dans notre pays, qui crée des emplois. Et notre souhait est que l'agriculture béninoise soit diversifiée, que nous ayons plusieurs cordes à notre arc, et même pour la durabilité de notre patrimoine commun, la terre, l'agriculture soit vraiment diversifiée. Et c'est pour ça que ne ménageons aucun effort depuis un bon moment pour promouvoir tout ce qui est spéculation agricole, la production de manière générale. Mais le gouvernement a l'obligation de veiller à ce que l'économie nationale contribue aux ressources publiques, à la mobilisation des ressources publiques qui nous permettent de satisfaire les besoins de tout le monde. Tout le monde a besoin de l'eau, y compris les producteurs, notamment les producteurs. Tout le monde a besoin d'électricité, on a besoin d'écoles, de centres de santé, de cantines pour nos enfants, de routes, de pistes, et pour ce qui vous concerne, pour évacuer la production agricole. Nos besoins sont énormes et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour les satisfaire. Et ce que nous avons en commun, c'est ce que chacun met dans la caisse de l'État pour financer tous ces besoins-là. C'est pour ça que, pour tout le monde, il y a une obligation de contribution aux ressources publiques, y compris les producteurs agricoles. Donc parfois, les décisions que nous prenons pour une contribution de tous au financement de nos besoins peuvent être difficiles à comprendre, être même acceptées, mais qui veut sortir de la pauvreté fait l'effort sur lui-même d'abord. Et nous avons tous besoin, notre pays, nous avons tous besoin de sortir de la pauvreté. Même si nous n'avons pas le bénéfice pour nous tout de suite, pour notre génération, nous savons très bien que, ce faisant, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne connaîtront pas le même sort que nous. C'est pour ça que l'effort est indispensable. Quelle que soit la place que nous occupons dans la société, qu'on soit salarié de l'État, du privé, qu'on soit artisan, qu'on soit commerçant, qu'on soit producteur agricole, qu'on soit transformateur, nous avons l'obligation de construire tous, chacun faisant l'effort à sa mesure, de contribuer à l'effort national. Mais cela parfois, donc, comme je le disais tantôt, peut susciter quelques incompréhensions. Parfois, les gens utilisent ces efforts que nous demandons à nos acteurs agricoles pour tirer trop de profit à eux et eux seuls. Et vous le savez très bien, souvent, les acteurs intermédiaires entre vous et les consommateurs finaux, ceux qui viennent négocier les produits agricoles, qui revendent sur le marché ou qui vendent à l'export, ou qui vendent à ceux que nous appelons exportateurs de matières premières agricoles, ceux-là, parfois, ne veulent faire qu'un effort sur leur marge et répercutent tout sur les producteurs, sachant bien que vous êtes une force. Vous êtes une masse qui peut exiger du gouvernement
des mesures plus souples à comparer leur teneur à ce que les uns et les autres estiment juste. C'est pour vous dire que le gouvernement est de côté des acteurs réels. Vous, qui êtes producteur à la base, et ceux qui transforment, qui créent de la valeur ajoutée. Les intermédiaires sont également utiles, mais ils ne sont pas aussi déterminants que ceux qui créent la valeur ajoutée. Et malheureusement, c'est ceux-là, intermédiaires, qui parfois sèment le bordel. C'est pour ça que j'ai voulu, à la suite de votre rencontre avec le ministre de l'Agriculture, j'ai voulu vous rencontrer moi-même pour qu'on apprécie ensemble ce qui se passe, qu'on trouve les solutions à votre avantage, avec l'appui du gouvernement. Et pour finir, je vais vous dire qu'il n'y aura pas de guerre entre les filières au Bénin. Il n'y aura pas de guerre entre les spéculations agricoles. Entre le coton et le soja, il n'y aura pas la guerre. Entre le maïs et le soja, il n'y aura pas la guerre. Entre le maïs et les tubercules et le coton, il n'y aura pas la guerre. Ces productions agricoles se complètent. Et vous savez, tous même mieux que moi, que la monoculture est dangereuse pour le patrimoine commun qu'est la terre. Tout le monde sait très bien que le coton, les céréales, notamment le maïs, les légumineuses, le soja, se complètent et sont nécessaires dans une bonne rotation agricole pour vous-même ainsi que pour la terre. Ce ne sont pas des productions concurrentes. Le producteur qui a 3 hectares sait comment il doit répartir cela entre les diverses productions pour pouvoir tourner au fil des années. C'est vrai que parfois l'encadrement nous manque et nous ne mesurons pas le danger que constitue la monoculture. J'interpelle bien souvent le ministre de l'Agriculture pour renforcer le conseil agricole afin que nos producteurs s'adonnent à de l'agriculture durable. Tout cela, c'est pour vous dire que notre préoccupation est votre bien-être afin que votre activité vous enrichisse. Afin que votre activité crée de l'emploi au Bénin, crée de la richesse au Bénin. J'ai reçu effectivement l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja qui, dans un premier temps, est venue me voir pour poser un problème de crédit qu'ils ont mis en place au niveau de leur coopérative, qu'ils ont récupéré en nature, installé dans plusieurs magasins qu'ils n'ont pas pu placer parce que les conditions que CIPI leur proposait et le coût que ça génère pour rapprocher les produits des 18 magasins de CIPI étaient prohibitifs pour eux. À peu près 5000 tonnes de soja sous les bras non remboursés. Par la même occasion, ils ont exprimé le vœu qu'il existe sur le terrain un important stock de soja non vendu, surtout par les paysans de taille moyenne qui ont 4, 5, 6 hectares et qui ont peut-être pris des crédits et attendent que le prix soit plus intéressant avant de placer. Les petits producteurs ont d'une manière ou d'une autre vendu leur production. C'est par rapport à tout cela que, en vous rendant compte, vous avez dit qu'il vaut mieux les rencontrer directement pour en savoir plus. Mais nous, pour investigation, nous avons fait collecter les informations du terrain qui montrent que nous avons à peu près 165 000 tonnes de soja aujourd'hui encore sur le bras. Selon eux, c'est 182 000 tonnes, 500, selon nos informations encore partagées hier soir. C'est bien pourquoi la rencontre d'aujourd'hui vient à propos pour faciliter un peu les compréhensions. Il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de tentatives de décrocher les paysans de la vision du gouvernement et de les amener à des actes de sabotage de l'économie
en se refusant d'aller même à la production de manière générale, tout comme si nous étions dans un état de guerre. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, pour l'initiative. Merci, Monsieur le Président. Et je tiens à vous remercier, toute l'équipe de votre gouvernement. Et pour vous dire que d'abord, si le soja a pris d'envol, maintenant c'est à l'événement de la rupture. Sinon, depuis près de 10 ans, la filière soja ne fait pas partie des filières prioritaires de l'État. Donc c'est à l'arrivée du gouvernement de la rupture que notre filière a été prise en compte comme filière émergente. Je tiens d'abord à vous remercier. L'UNCPS Bénin compte aujourd'hui plus de 60 000 producteurs individuels qui se sont mis dans 50 coopératives communales. Et au départ, la structuration était du village, commune, département, mais après on a vu que c'était trop lourd parce que vu les exigences de l'OADA, les coopératives villageoises n'arrivaient même pas à satisfaire tous les exigences de l'OADA. Donc nous avons opéré une réforme au niveau de la filière. Donc on a sauté le niveau département, donc c'est de la commune au niveau national. Et cette année, nous avons produit un peu plus de 400 000 tonnes de soja. Et CP, dans leur demande, franchement, 110 000 tonnes. Ça veut dire que demain, si CP prend les 110 000 tonnes, ça doit encore rester 290 000 tonnes de soja sous les bras aujourd'hui. Mais après... CP, c'est bien Glodjibé. Glodjibé. Donc ça va encore rester plus de 290 000 tonnes de soja qui seront encore restés sous les bras. Donc à la date d'aujourd'hui, avec mes producteurs, nous avons 282 500 tonnes de soja non commercialisés. Et ce qui est encore un peu marrant, jusqu'à présent, on n'a plus de commerçants sur le terrain. Personne n'est sur le terrain. Et on ne sait même plus à qui il faut revendre ces produits-là. Mais au même moment, les mêmes commerçants qui ont refusé de nous prendre nos produits au Bénin sont allés s'installer au Togo. C'est une belle façon de les dénoncer. Mais au moins, les gens nous disaient qu'ils sont tous là-bas. Et les peu qui viennent sur le terrain nous proposent un prix de 175 et 200 francs. Or, là-bas, ils prennent le produit à 300, à 350 francs de l'autre côté. Donc, on n'a pas compris. Et nous-mêmes, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous avons amené 2 camions, même à Cotonou, ici, près de 2 semaines. Ça tourne là, on ne sait même pas à qui vendre. C'est de là que nous avons appelé notre ministre de tutelle pour dire, nous souhaitons venir le rencontrer pour qu'ensemble puisse vraiment nous sauver de la situation. Et ceux qui disent aujourd'hui que l'État veut tuer le soja, c'est des gens qui n'ont pas l'information. Et ils ne sont pas des producteurs de soja. S'ils sont vraiment des producteurs de soja, ils ne seront pas en train de tenir ces propos. Parce que nous qui avons contrôlé cette affaire depuis près de depuis 2009, on sait toutes les peines que nous avons eues dans cette affaire-là. En tant que personne ne veut parler du soja au Bénin ici. Personne ne parle du soja au Bénin ici. Donc ceux qui n'ont pas l'information, c'est eux qui racontent n'importe quoi. Mais moi, je l'ai dit, je l'ai considéré. Donc, Monsieur le Président, c'est ce qui nous a amenés ici. Mais dans les 182 500, il y a 5 390 tonnes qui sont sous crédit. Parce que l'UNCPS, dans sa mission, c'est de faciliter l'accès aux intrants de bonne qualité, l'accès au crédit. Et nous avons initié un plan de financement que nous appelons le CIG, qui est crédit achat intrants groupé. Je vais laisser le technicien, il va essayer de vous expliquer de plus davantage. Donc, vraiment, Monsieur le Président, nous sommes venus vous demander de votre de nous aider à livrer, sinon la nouvelle campagne qui est là prend déjà un coup. Si nous ne livrons pas les 290 000 tonnes, 500 tonnes là, vraiment, même sur le terrain, moi je ne dors plus. Je ne dors plus. Au moins, ils avaient commencé ces intoxications et j'ai eu à faire quelques émissions sur certaines radios communautaires pour démentir certaines choses. Mais comme ils ont déjà leur position, et ceux-là qui veulent nous détruire et qui ne sont même pas producteurs, qui veulent nous détruire, nous on a dit, nous allons prendre la voie appropriée pour venir voir notre ministre. Donc, c'est là que nous sommes venus rencontrer le ministre pour qu'il vraiment de nous aider à régler ce problème le plus tôt possible pour permettre à nos producteurs de livrer tout ce qu'on a sous les bras. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je crois, vous l'avez déjà dit dans votre mot d'ouverture, il n'y a pas de guerre et il n'y aura pas de guerre. La preuve, dans la délégation des producteurs de soja qui est venue ici, il y en a dedans qui sont également producteurs de coton. Donc, s'il devrait y avoir guerre, donc la guerre, c'est pour nous. Donc, il n'y a pas de guerre à ce niveau-là. Alors, je voudrais très rapidement préciser que depuis 2009, l'UNCPS, dans sa mission, a commencé par faciliter le crédit pour ses membres. Et c'est appelé crédit achat intrant groupé. Cela fonctionne de façon très simple. Le producteur qui demande le crédit,
au lieu de prendre de l'espèce pour aller chercher encore l'intrant sur le marché, ne pas trouver ou ne pas avoir de l'intrant de qualité, il vient, c'est le kit complet d'intrants il prend. La semence, l'inoculum, les 2 types d'engrais NPK et K2SO4, plus de l'herbicide. Donc ce kit a une valeur. En plus de ça, le producteur prend de l'espèce maintenant pour faire face aux opérations de labour et de semis. C'est vrai qu'il y a d'autres opérations qui doivent suivre que le crédit n'a pas encore pris en charge. Le mode de remboursement, c'est la collecte, le remboursement en nature. On constitue le stock et lorsque la coopérative vend, le producteur paye normalement son crédit. Mais je vous rassure, Monsieur le Président de la République, depuis 2019 que nous avons commencé cette expérience qui a même été appuyée par le FNDA, qui nous a aidé à ramener le taux d'intérêt à 12% contre 19% que fait la FECECAM. On n'a jamais eu un taux de remboursement qui soit inférieur à 98%. Les données sont là, on peut se rapprocher de la FECECAM pour s'informer également. Mais pour la campagne qui vient d'être écoulée, les stocks ont été constitués. Nous avons collecté les données auprès de nos membres. Le ministre l'a déjà dit, le président est revenu sur ça. Nous avons encore sous les bras 182 500 tonnes de soja invendues. C'est donc 585 390 tonnes pour pouvoir rembourser les crédits. L'échéance est venue depuis le 20 mars dernier, donc les producteurs sont en impayés. Et on sait comment ça se passe avec les structures de finances lorsqu'on ne paye pas ces crédits-là. Donc nous devons à la date d'aujourd'hui un montant global de 634 45 000 francs CFA pour payer la FECECAM pour le crédit qui a été contracté au cours de la campagne dernière. Le président l'a déjà dit clairement, on n'a plus d'acheteurs sur le terrain. Les collecteurs qui viennent disent qu'un prix au-delà de 200 francs n'est pas profitable pour eux. Les informations nous ont dit qu'au Togo, à côté ici, les mêmes qui achetaient chez nous achètent le soja à un prix de 320, 330, voire 350. Le Togo ne produit pas de soja autant que le Bénin. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a plus du soja au niveau du Togo que le Bénin? Donc, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver de cette situation, c'est vous, Monsieur le Président de la République. Il suffit simplement de dire un mot pour que CIPI, qui a déjà acheté 115 000 tonnes, puisse encore ouvrir la vanne et revoir les conditions. CIPI demande que la livraison soit faite au niveau de ces magasins centraux. Mais on a des villages qui sont parfois à 80 km de ces magasins centraux. Cela crée d'autres charges pour le producteur. Donc voilà, la situation, elle est là et il va falloir trouver une solution. Nous espérons bien qu'à la sortie d'ici, une solution sera trouvée. Et déjà, nous allons commencer des tournées de sensibilisation pour non seulement démentir ce qui est dit sur le terrain, mais également informer nos acteurs pour des mobilisations pour que le stock de 182 500 tonnes qui est encore sous les bras soit écoulé. La campagne est proche et nous devons préparer la campagne qui vient. Si on ne rembourse pas les crédits, on ne pourra pas demander d'autres crédits pour la campagne qui vient. Donc c'est une menace pour nous et il est important qu'une solution soit trouvée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la République. Tout est dit, seulement qu'au niveau des cultures, les gens oublient que les 3 cultures dont on a cité tout à l'heure, le maïs, le soja et le coton, doit être une culture de rotation. Parce que quand vous faites une culture aujourd'hui, l'année prochaine, vous faites ça, ne donne pas. Donc, ce n'est pas de la guerre. Donc, Président de la République, sauvez-nous. C'est un cri de cœur. Merci, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous faire harakiri. Ce serait suicidaire et totalement irresponsable que le gouvernement reste sourd à ce cri de cœur, d'autant que notre volonté, comme vous l'avez dit vous-même depuis 2016,
et de promouvoir également la filière soja. Et nous faisons tout pour. C'est vrai que les négociants, ceux qui achètent les productions agricoles, notamment les matières premières, le cajou, le soja, parfois le riz paddy, auprès des producteurs et qui les revendent dans l'export, sont des acteurs assez forts et qui font tout pour préserver leur marge et qui malheureusement payent 0 impôt au Bénin. Vous savez très bien que tous les intermédiaires sont dans l'informel, et tous. Ils vendent, que ce soit le cajou ou le soja, à des exportateurs qui ont des représentants au Bénin, qui ne sont pas établis au Bénin, et qui organisent l'export sans également payer aucun impôt à l'État béninois. De sorte que nous faisons des efforts que nous faisons pour promouvoir notamment ces deux spéculations agricoles, que sont le cajou, notre cajou et le soja. Nos efforts n'ont aucun retour. Je discutais il y a quelques jours de la filière notre cajou avec le ministre de l'Agriculture. On a fait le point avec Paficote qui organise aujourd'hui à coups de milliards la régénérescence, la réhabilitation des vergers, des vieux vergers et l'extension des vergers par de nouvelles cultures, nouvelles plantations, pardon, et tout cela pour créer au Bénin une vraie dynamique agro-industrielle. Mais la plupart des acteurs échappent au paiement de l'impôt. Au Bénin, il n'y a pratiquement qu'une seule spéculation agricole qui contribue aux ressources publiques, le coton. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, Glodib est en train d'installer toute une filière de transformation de la fibre de coton, de sorte que nous ayons à nouveau, en plus encore de la valeur ajoutée, avec des créations de milliers d'emplois. Notre ambition est que le secteur agricole génère de l'industrie agricole. Et c'est pour ça que nous avons dit à partir de 2024, nous allons interdire, c'est déjà fait d'ailleurs, nous avons interdit l'exportation brute de nos matières premières agricoles. Le coton s'est fait depuis très longtemps, c'est notre succès commun. Et le Bénin est cité un exemple dans le monde en matière de performance de la filière coton qui crée de la richesse, crée de l'emploi, contribue aux ressources publiques pour le bien-être de nous tous. Eh bien, les autres cultures agricoles, cultures et productions agricoles devront faire autant, mais c'est l'État qui est à l'initiative. Vous savez très bien que c'est l'État du Bénin, depuis des décennies, qui a organisé la filière coton. C'est le rôle de l'État d'organiser les filières. Et c'est pour ça que nous avons dit les matières premières agricoles, que sont notamment le soja, les noix de cajou, ne seront plus exportées brutes à partir de 2024, fin 2024. Parce que nous savons combien ces filières peuvent créer de la richesse au plan national par leur transformation. Combien peuvent créer de l'emploi. Combien, si elles passent dans les circuits de sociétés formellement établis, l'État peut avoir des revenus, des ressources à investir toujours pour les Béninois. Mais les gens essaient de nous contourner. Malheureusement, l'Afrique est dans une peine indescriptible qui est que nous attendons tout de l'étranger. Les pays africains, dont le Bénin jadis, pensent que ce sont les Occidentaux, les Européens, les Américains, les Chinois qui doivent tout nous donner. La route, l'eau, l'électricité, les écoles, tout, la santé, tout. Et que nous n'avons aucun effort à faire par nous-mêmes. Et c'est pour ça que
ce que les techniciens appellent la pression fiscale, que nous appelons la contribution fiscale des uns et des autres au plan national, est négligée partout sur le continent. Les Africains, qu'ils soient pauvres ou riches, ne payent pas d'impôts, ne cotisent pas dans la caisse publique pour ceux dont nous avons besoin. Ils attendent que ce soit les impôts des autres pays, des autres continents, qui nous arrivent ici en dons, en ressources de coopération, pour satisfaire nos besoins. C'est pour ça qu'on ne se développe pas, chers amis. Depuis quand un mendiant s'enrichit avec l'aumône, avec la charité? Si nous sommes des mendiants éternels, on ne va jamais s'enrichir. Moi, je n'ai pas vu souvent dans ce monde les mendiants, il y a des exceptions peut-être, des mendiants devenir riches, rien qu'en tendant la main, en demandant de l'aumône. Et c'est ce que fait l'Afrique. Nous passons notre vie, depuis nos indépendances, même avant, à tendre la main, à dire, donnez-nous, sauvez-nous, et avec ça, on va s'enrichir. Mais c'est pour ça que, si on ne fait rien, après nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont vivre la même situation que nous, voire pire. Quelques-uns vont en sortir, quelques-uns. Mais globalement, nous irons de pauvreté en pauvreté. C'est pour ça que les pays africains ont tort de ne pas organiser leur économie, de ne pas organiser leur filière agricole, de sorte qu'elles produisent de la valeur ajoutée, elles produisent de la richesse, elles produisent des emplois. Et elles contribuent aussi aux ressources publiques. Dans certains pays voisins, des productions agricoles, des pays qui s'organisent, sont collectées frauduleusement, exportées frauduleusement, sans payer aucune taxe, ni au Bénin, ni dans ces pays-là. À la fin, c'est quoi? On a enrichi quelques individus ici, quelques-uns. On a enrichi ces gros exportateurs qui amènent tout dans les pays asiatiques, principalement en ce qui concerne le soja et le cajou. Ça les enrichit là-bas. Des pays que vous connaissez bien, qui n'est pas nécessaire de citer, sont producteurs uniques même de cajou au monde, avec des cajous qui viennent de nos pays. Ils créent de la richesse, ils créent de l'emploi, ils contribuent aux ressources de leur pays, avec nos produits à nous, qui ne créent aucune richesse en dehors de ce que le peu qui est fait au champ, qui ne créent aucun emploi, qui ne contribuent à rien, et tout part à travers nos pays, les pays voisins, consorts, et partent. Non. On a dit, le Bénin va se distinguer autrement. Le Bénin va s'organiser pour que, même si les gens à côté, dans un pays, ne font rien du tout, nous allons faire ce qu'il faut pour que notre pays, à nous, sorte de cette situation-là. L'idéal, c'est que ce soit une dynamique régionale, globale, que tout le monde aille dans la même direction. Rigueur, sérieux, organisation, pour que nos pays, ensemble, sortent de la misère. Mais si les autres refusent, pourquoi voulez-vous que nous, on croise les bras? On va faire notre chemin. Et chacun de nous fera sa part de job. Donc, quand nous voyons les prix sur le marché international, ce que payent les industries ailleurs, et nous regardons ici au Bénin, si chacun des acteurs était des acteurs formels, structurés, ce qu'on aurait pu collecter comme TVA, comme impôt sur le bénéfice, comme impôt sur les taxes sur les prestations, nous regardons, disons, ça équivaut à peu près à tel par kilo par tonne, par exemple, de soja ou de noix de cajou. C'est avec ces calculs-là que nous fixons la taxe à l'exportation, la redevance à l'exportation. Pour dire que si les gens ne sont pas structurés, ne sont pas formels, ne sont pas formellement établis, ils achètent aux producteurs et après, tout part sans aucune contribution. Quel est le niveau de revenu qu'on peut leur prendre à l'exportation, au port de Cotonou? Pour que, par rapport aux marges énormes qu'ils font, eux et puis les autres étrangers, que le Bénin puisse prendre un petit peu, pour que ça revienne vous servir, que ça revienne contribuer à faire les routes, l'eau, l'électricité, à donner à manger à nos enfants à l'école, à payer les enseignants,
le personnel de santé, à réhabiliter les centres de santé et les hôpitaux. Ce que nous voulons leur prendre aux frontières pour le compte de l'État, c'est toujours pour revenir servir la cause nationale. Ce n'est pas pour l'empocher, ce n'est pas pour baisser la poche de quelqu'un. Mais attention, il ne faut pas que ce prélèvement vous crée des préjudices. Vous tue. L'impôt doit être juste, équitable, pour ne pas décourager l'activité. Donc, les tâches que nous fixons, les redevances que nous fixons sont bien pensées, bien structurées. Je viens du secteur des affaires, du commerce, de l'industrie. Je connais un peu le mode de fonctionnement du secteur privé. Et je suis bien placé, maintenant que je suis de ce côté-là, je suis bien placé pour trouver les parades, pour savoir ce qu'il faut faire contre les pratiques déviantes des opérateurs économiques. Je suis bien placé pour savoir ce qu'il faut faire pour l'intérêt général. Mais je sais aussi que ces opérateurs sont très forts et peuvent faire pression, abandonner les produits dans vos mains pour faire fléchir le gouvernement. Mais nous allons agir pour que ces produits ne pourrissent pas dans vos mains. L'État va agir. L'État va agir de sorte même que les prix que vous attendez, que les produits soient cédés à ces prix-là, même si ce n'est pas exactement ce que vous voulez, ce ne soit pas loin. Donc, les stocks qui restent dans les bras seront enlevés. Le prix sera bon pour vous. Et nous allons maintenant, à nouveau, reprendre la dynamique pour que la production de soja au Bénin atteigne les 1 million de tonnes. Ils sont capables de faire 1 million de tonnes au Bénin. Vous savez très bien. Pour le moment, les rendements sont encore faibles. La plupart d'entre vous faites quoi? 1 tonne 2, 1 tonne 3 à l'hectare. Certains même font seulement 1 tonne. Or, on peut faire minimum 2 tonnes de soja à l'hectare. C'est vrai, vous avez besoin, la récolte du soja est difficile. Pour vanner, il faut faire plein d'opérations après. Il y a des équipements industriels qui permettent de faciliter la tâche aux producteurs. J'ai fait venir le directeur de Sonama parce que nous avons déjà lancé la Sonama sur cette voie-là, comment importer et produire des moissonneuses, batteuses pour vous, à des prix subventionnés, à crédit, pour que les producteurs aient de quoi récolter, vanner leur production pour faciliter la tâche et augmenter les rendements. C'est pareil pour les semences. La filière semencière n'est pas encore à la hauteur de vos attentes. Et parfois, les gens manquent de semences de qualité. Si nous, d'ici l'année prochaine, 2 ans, nous parvenons à mieux organiser la filière des semences et nous parvenons à mettre les semences à disposition des producteurs dans les conditions de crédit ou même de subvention, quitte à récupérer autrement, si nous donnons des semences, même gratuitement aux producteurs, et que par derrière, l'État prélève, ou bien les acteurs qui le font, prélèvent leurs revenus par derrière, tout le monde va travailler avec les semences de bonne qualité. Parce que pour la plupart, qu'est-ce que vous faites actuellement? C'est dans ce que vous produisez que vous prélevez les graines pour se ressemer. Et les rendements chutent d'année en année. Moi, je connais des gens qui ont commencé avec 1 tonne 6, 1 tonne 8 à l'hectare, mais qui aujourd'hui sont à 1 tonne à l'hectare, 2 ans après seulement. Parce qu'ils utilisent des semences qui produisent eux-mêmes, donc qui perdent au fil du temps tout leur potentiel, et en plus ils font de la monoculture. Donc notre volonté qui va s'exprimer autrement encore avec plus d'engagement nous permettra de vous accompagner pour que assez rapidement nous puissions faire du soja une vraie spéculation qui produise davantage de recherche au Bénin. Vous avez dit qu'il reste encore près de 180 000 tonnes de soja. C'est plus de 50 milliards ça, si je me trompe. Comme vous dites à 300 francs le kilo, 180 000 tonnes, ça fait plus de 50 milliards.
C'est énorme. Et je ne crois pas mes oreilles. Et c'est grave si nous avons encore autant. Moi, je pensais que c'est environ 100 000 tonnes de soja qui restent encore à commercialiser, mais 180 000 tonnes, c'est énorme. Donc, il y a urgence. Monsieur le Président, vous avez dit qu'il y a 604 millions de crédits. En fait, c'est ce qui est organisé, centralisé, ça. Mais on sait très bien que les producteurs individuels ont des dettes. Ces 180 000 tonnes de soja, c'est des milliards de dettes sûrement qui sont encore au niveau de chacun des producteurs individuels et de quelques coopératives qui ne sont pas passées par votre système centralisé. Donc, l'économie du secteur est un risque majeur. Parce que si ceux-ci ne payent pas, ils vont perdre leur crédit. Ceux qui l'ont prêté de l'argent ou des intrants vont également perdre et ça peut causer un vrai séisme si une situation n'est pas trouvée rapidement. C'est vrai que nous avons dit qu'à partir de fin 2024, il n'y aura plus d'exportation de soja, matière brute, et par ce fait-là, nous encourageons les industriels à venir s'installer au Bénin, à s'installer à Glodigbé. Certains l'ont déjà fait, d'autres usines sont en cours d'installation, d'autres vont démarrer dans quelques temps, et nous avons dit d'ici un an, il faut qu'au Bénin, il y ait un minimum de 300 000 tonnes de capacité de transformation du soja. Et si nous sommes déjà à 400 000 tonnes, ça veut dire que nos prévisions sont déjà dépassées. Mais il faut qu'on aille rapidement à 400-500 000 tonnes de capacité de transformation installée au Bénin. Je vais donc déjà dès la semaine prochaine envoyer des signaux aux potentiels investisseurs pour leur dire que les 300 000 tonnes d'installation qui sont en cours sont déjà dépassées. Si on veut exporter zéro soja, il faut qu'on aille à 500 000 tonnes minimum. Il ne faut pas que les gens installent 500 000 tonnes de capacité et que la production chute. Et pour que donc la production ne chute pas, il faut qu'on trouve une solution rapide à ce qui se passe actuellement. Il faut donc pour que les usines que nous avons encouragées à s'installer au Bénin, il faut donc qu'on s'assure qu'ils ont de l'approvisionnement régulier, abondant. Et pour cela, vos intérêts et les intérêts du gouvernement coïncident. Il ne faut pas que les producteurs abandonnent la production pour défaut de commercialisation ou défaut de bon prix. C'est pour ça que notre politique industrielle nous oblige aussi, au niveau du gouvernement, à faire ce qu'il faut pour que l'engouement qu'on a vu depuis la production de soja, la production agricole, soit entretenu. Et à partir d'aujourd'hui, je vais demander que l'AIC, producteurs de soja, les producteurs de coton, le ministère de l'Agriculture, descendent sur le terrain, dans toutes les communes, pour expliquer aux producteurs que la dynamique soja ne va pas tomber. Et que nous allons tout faire pour que le million de tonnes qui est à notre portée, on puisse les atteindre d'ici peut-être 2 ans maximum, ou 3 ans maximum. Et montrer aux uns aux autres que producteurs de soja, producteurs de coton, producteurs de maïs, c'est la même chose. Et que notre intérêt au Bénin, c'est que le Bénin soit une puissance agricole sous-régionale, ou même régionale, avec une dynamique avérée dans chacune de ces filières-là. Et je voudrais compter sur vous pour que le soja, les noix de cajou, ne traversent plus nos frontières terrestres pour aller dans les pays voisins. Quand ce sont les produits de cru, les légumes, les fruits, les céréales, il n'y a pas de problème. Parce que le riz, le maïs, les tubercules, les fruits, les mangues, l'ananas, tout ce qui est de la culture maraîchère, c'est des choses que nous consommons directement. Ce ne sont pas considérés comme des matières premières agricoles. Le riz se consomme
dès lors qu'on enlève, ce n'est plus du paddy, le riz paddy encore, c'est entre les deux. Mais le riz, une fois que c'est décortiqué complètement, ça se consomme. Le maïs, c'est pareil. On peut bouillir le maïs directement et le manger, on peut le craser et le manger. L'ananas se mange directement en fruit. Les mangues, on peut les transformer en jus ou les sécher, mais on peut aussi les consommer comme ça. Donc ces produits-là sont faits pour être commercialisés pour une bonne part directement en l'état. Et dans la CEDEAO, ces produits doivent circuler librement. Mais il n'y a pas de raison, chers amis, que le soja circule librement, brut. Nous ne violons aucune disposition particulière de la CEDEAO en disant que la matière première agricole, qu'est par exemple le coton, la matière première agricole, qu'est le soja, la matière première agricole, qu'est le noix de cajou, on doit le manger comme ça. Il faut au moins le griller d'abord. Donc ces matières premières, et puis en dehors de ça, les plus gros consommateurs de ces produits ne sont pas dans la CEDEAO. 99% du coton est consommé hors de la CEDEAO. 99% de noix de cajou consommé hors de la CEDEAO. 99% du soja, en dehors des transformations pour donner du tourteau, pour l'alimentation de bétail ou pour servir dans l'agriculture, c'est consommé hors de la CEDEAO. Donc nous avons de bonnes raisons de dire que ces produits-là doivent être d'abord transformés sur notre sol, là où ils ont été produits. Après, les tourteaux peuvent aller au Mali, au Burkina, au Togo, au Nigeria. Mais il n'y a pas de raison que le soja ne brûle pas d'ici pour aller transformer là-bas. Et que ça nous revienne pour notre alimentation de bétail, ou bien que ça aille en Inde, ou en Chine, ou dans les autres pays asiatiques, ou dans les autres pays du monde. Donc nous avons raison de dire que nous voulons qu'il y ait les industries chez nous. Et que c'est les industries chez nous que ces matières premières doivent les servir d'abord. Donc ces matières premières n'iront plus hors du territoire, même si c'est à destination de pays de la CEDEAO. Et nous n'avons violé ainsi aucune réglementation, c'est une stratégie de développement industriel qui se justifie. Nous ne permettrons plus que les produits traversent nos frontières pour aller ailleurs, pour aller créer la richesse ailleurs, alors que nos enfants sont au chômage ici. Je veux compter sur vous pour que les camions ne traversent plus nos frontières. Nous avons dit pendant quelques mois, la période transitoire, les produits vont aller au port de Cotonou. Le Cotonou, Bénin aussi a un port, non? Il n'y a pas que le Nigeria, le Togo, le Ghana qui ont des ports. Et pourquoi, si une partie doit partir à l'export dans la période transitoire, pourquoi ça ne vient pas par le port de Cotonou? Parce qu'au port de Cotonou, il est difficile de frauder. C'est tout. Ces opérateurs qui sont installés dans les pays voisins, qui veulent prélever, ils ne veulent rien payer au Bénin, ils ne veulent rien payer dans ces pays voisins-là. Ils savent que s'ils vont au port de Cotonou, ils vont devoir payer une redevance. Parce que nous voulons développer notre pays. Alors, dans la période transitoire, si du soja doit partir, le noix de cajou doit partir à l'export, il faut qu'il passe par le port de Cotonou. C'est pareil pour le coton. Le coton ne traverse pas le territoire du Bénin pour aller ailleurs. Ce qui doit être exporté, les fibres passent par le port de Cotonou. Et nous vérifions que les taxes sont payées, que les impôts sont payés, que toutes les redevances sont payées avant que ça ne parte. Si le Bénin a doublé ses recettes fiscales en 5 ou 6 ans, ce n'est pas par la magie. C'est parce que l'État prélève les impôts là où il faut. On prend ce que chacun doit payer. On a doublé les recettes fiscales. C'est un mérite extraordinaire pour nous tous. Ce n'est pas mon mérite à moi. Ce n'est pas celui des ministres. Ce n'est pas le mérite des ministres. Non, c'est le mérite de tous les pays noirs. Nous contribuons davantage à la... Mais chacun met son ingrédient de la marmite. Et on prépare la sauce, chacun trouve un peu.
l'eau, l'électricité, les routes, les pistes et tout ça. Je veux compter sur vous pour que vous dénonciez vous-même tous les négociants, les transporteurs qui amènent nos produits hors de nos frontières par la fraude. Et ce faisant, nous allons jouer notre rôle en organisant, avec ceux qui sont formellement installés sur le territoire. S'il faut stocker du soja, on va le stocker. S'il faut accélérer les usines de transformation, on va le faire. Même si, pour le moment, il y a de surplus à exporter, on va les exporter par un circuit officiel qui nous permet de prélever les taxes qu'il faut et de vous payer avant cela les montants qui vous sont dus, bon prix et selon les quantités qui sont disponibles. Donc l'État va se mêler de la collecte du reste du soja pour qu'il n'existe plus un seul kilo de soja dans vos mains et qu'un bon prix soit payé. Et ce qui sera collecté, s'il faut les stocker pour que les usines viennent trouver la matière première, on va les organiser avec eux. Si ce n'est pas possible que le tout soit stocké pour les usines, s'il faut exporter une partie, nous allons nous mêler de ça. Tant pis pour ces négociants, ceux qui sont tapis dans l'ombre, dans les frontières, tant pis pour eux. Et ça va commencer au plus tard, peut-être 2 mois après demain. Nous allons donc organiser assez rapidement et nous allons faire les réunions qu'il faut à les acteurs pour que les ressources nécessaires soient mobilisées, pour qu'on paye les gens au comptant à chaque point de livraison. Chaque kilo livré sera payé au comptant là où c'est livré. Je ne pense pas qu'il soit possible d'aller acheter dans les fermes, mais les quelques points de vente qui existent dans le pays seront réhabilités. Les gens vont pouvoir payer au comptant la livraison. Et je vais espérer qu'en quelques semaines, on aura enlevé tout ce qu'il y a comme soja dans vos mains, partout sur le terrain. Maintenant, en ce qui concerne le prix, je pense que vous avez dit à côté, ils sont à 300 et quelques. Nous allons discuter aujourd'hui pour voir si nous pouvons approcher les 300 francs. C'est possible. Si ce n'est pas possible, j'espère qu'on ne sera pas loin. Je suis trop enthousiaste là ce matin pour parler en même temps de prix. Nous allons voir avec les internationaux, avec les acteurs ici, quelles sont les possibilités, même si les gens ne sont pas à 300, qu'il y ait un minimum peut-être de combien, je ne sais pas. Peut-être qu'après la réunion, vous allez rester quelques minutes avec le ministre du Commerce, avec le ministre de l'Agriculture, pour voir quel est le minimum auquel les producteurs doivent céder pour que ceux-ci gagnent de l'argent. Parce que s'ils veulent payer 0 francs de taxes au Bénin et ailleurs, ils ne peuvent même acheter à 400 francs, non? Parce que s'ils veulent frauder, au moins s'ils fraudent là, que ça vous profite. Ils fraudent et mettent tout dans leur poche. Celui qui veut payer 0 francs de taxes, théoriquement, si on dit par exemple, quoi, 250 plus 150, ça fait combien? Donc, normalement, il doit acheter au minimum à 400 francs chez vous. Et en ce moment, on va dire, allez, ils ne payent pas l'État, mais au moins, ils enrichissent nos producteurs. En ce moment, peut-être l'État fait fermer les yeux. Pour dire que ce qu'on n'a pas pris au niveau de l'État, au moins c'est dans la poche de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. Ils vont entretenir les enfants avec ça, ils vont payer la scolarité, ils vont améliorer les conditions de vie. Donc, moi, je pense que si même on partait de 400 francs, ils auraient pu vous payer 250 minimum, voire même 275 même. Peut-être en fraudant un peu seulement, au lieu de vouloir tout garder. On va faire les discussions avec vous tout à l'heure pour que, à partir de demain ou jeudi, demain, on commence à lancer les communiqués, que vous démarrez une tournée sur tout le territoire, vous demandez aux gens de sortir les produits, voir les points de vente, voir les prix, les gens vont aller vendre directement ou bien par les intermédiaires, et on va organiser que ce soit le paiement au comptant à la livraison.
je vais finir en vous exhortant à être, comme vous l'avez venu de le faire avec le ministre de l'Agriculture, proactif dans les règlements des problèmes de semences, d'intrants et dans le conseil agricole, pour que les rendements qui baissent aujourd'hui, déjà, on ne l'observe plus en organisant la production agricole de manière plus rationnelle. La rotation, c'est important dans la culture, c'est important. Pour vous-même, parce que vous allez maintenir des rendements élevés. Vous allez préserver nos sols pour vos enfants, pour nos arrière-petits-enfants. Monsieur le ministre, il faut que vous puissiez, autant qu'on l'a fait dans la filière coton, nous soyons encore plus impliqués dans le soja. Nous le faisons dans le cajou déjà. Hein. Vous savez aujourd'hui que nous subventionnons la production de la fourniture des plants aux planteurs et que nous finançons les éclaircies dans les vergers pour améliorer le rendement. Tout ce qu'il convient de faire, qui n'est pas encore bien fait ou suffisamment fait ou pas du tout dans la filière soja, nous le ferons. Et je vais instruire à nouveau le directeur général de la SONAMA pour accélérer la mise à disposition de moissonneuses aux sojaculteurs. Monsieur Renaud, où est-ce que vous en êtes? Il y a 2300 tracteurs, il y en a 1200 qui sont assemblés aujourd'hui, dont 800 à Paracou. Et il nous en reste 1000 à assembler ce mois-ci pour livrer la campagne. Donc il y aura 2300 tracteurs des kits qui seront disponibles pour cette campagne, plus 1000 qui sont en cours de commande pour être livrés juin, juillet, et donc disponibles pour août, septembre. Au prix subventionné. Au prix subventionné, donc 50% sur les kits et 30% sur les matériels, ce qu'on appelle optionnels. Et les moissonneuses, est-ce que c'est la même chose, pareil? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est 30% de la subvention sur les moissonneuses. Mais c'est le début. Vous ne me parlez que de cinquantaine, alors qu'il y a quand même le début. Oui, en fait, c'est le début parce qu'on les a testés l'an dernier, donc sur le territoire béninois. Ce sont des petites machines adaptées au terroir béninois, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des parcelles d'1/4 d'hectare, mais aussi de 5 hectares. Donc, c'est des moissonneuses lieuses. On récupère le produit, c'est-à-dire la fauche, qu'on va vanner et battre à côté. Donc ça permet c'est des machines qui sont capables de faire, selon les conditions, entre 3 et 5 hectares par jour. Donc cette année, il y en a 50 qui sont immédiatement disponibles. Monsieur le ministre, il faudrait qu'il y ait une bonne sensibilisation et que peut-être que on devrait peut-être en faire un peu plus pour la subvention, parce que ce qui est difficile dans le soja, c'est ça, c'est la récolte et les opérations de vannage, oui. Mais, Monsieur le Président, oui. À côté des moissonneuses, qui sont au fait des récolteuses, oui, il y a la plupart de nos projets programmes qui développent les batteuses et les vanneuses. Et je crois qu'on en a mis au moins 400, 500. Au moins, ils ont un équipement pour battre ça et vanner. Après la récolte manuelle. Après la récolte manuelle. Maintenant, la récolte manuelle est facilitée par ces moissonneuses, oui, qu'il faut développer davantage. Il est aussi important de dire que ces batteuses, vanneuses sont fabriquées localement. Et tout le monde commence à les utiliser? Moi, quelques coopératives ont commencé à utiliser. Ça facilite le travail? Oui, ça facilite. Nous avons rencontré de manière plus régulière pour ne plus laisser la place à l'intoxication et à la politique. N'est-ce pas, madame? Voilà. La politique n'a rien à voir avec la production et l'économie, la production agricole. Qu'on soit d'un bord ou d'un autre bord, on a tous les mêmes besoins. Donc, nous allons tout faire pour que la politique ne vienne pas semer le bordel dans la production agricole. Monsieur le Président des cotonculteurs, je voudrais que vous soyez associé à cette campagne, ainsi que l'AIC, pour que les producteurs à la base entendent bien que les producteurs agricoles n'ont qu'un seul intérêt, c'est qu'est-ce que l'hectare ou le demi-hectare produit comme argent. C'est ça. C'est d'abord ça
le premier paramètre de choix des producteurs. Deuxième paramètre, parce que c'est quand même ça qui détermine d'abord le reste. Deuxième paramètre, c'est la préservation du sol. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner longtemps, durablement de l'argent? Les bonnes spéculations, la rotation, pour que les rendements restent élevés. Ces deux paramètres-là sont les plus déterminants pour le producteur. Une bonne productivité et des conditions de commercialisation meilleures. Puis après, la durabilité. Comment on préserve les sols. Ces éléments-là doivent permettre aux coopératives, aux producteurs individuels de faire leur choix et non les discours politiques et non les engagements politiques. Qu'il ne faut pas sacrifier son gagne-pain pour une cause politique. Il ne faut pas non plus agir, faire un choix en raison de son appartenance politique. Ça n'a pas de sens. Et que, entre les uns et les autres, puisque chaque producteur est producteur de tout à la fois selon son intérêt du jour, et selon ses calculs, et selon la saison, selon son terroir, il faut que les vendeurs d'intoxication, les vendeurs d'illusions, les vendeurs de guerre qu'on sort, ne plus écouter, et que les producteurs, qu'ils soient producteurs de céréales, de maïs, de légumineuses, soja je veux dire, ou de coton, ou de fruits, sachent qu'ils ont leur sort lié les uns aux autres. Le sort des uns est lié au sort des autres. Et qu'il n'y aura pas de guerre entre les acteurs agricoles, il n'y aura pas de guerre entre les spéculations, il n'y aura pas de guerre entre les filières. Les filières se complètent. Et même celles qui ne se complètent pas, elles œuvrent toutes pour le bien-être du producteur agricole, le bien-être global du Bénin. Je voudrais donc vous voir tous ensemble sur le terrain. Et si le gouvernement joue sa partition, je veux compter sur vous, à la base, pour jouer la vôtre, de sorte qu'on se développe tous ensemble dans une même dynamique économique. Monsieur le Président de la République, je crois que, après avoir écouté le Président, je me rends bien compte qu'ils ont saisi toute la problématique de la filière. Ils ont saisi surtout l'engagement du gouvernement qui a promu cette filière-là depuis 2016, qui pousse à la diversification agricole et qui investit dans toutes ces filières-là. Et c'est bien pour ça que, Monsieur le Président, je crois qu'ils sont les plus heureux ce matin de constater qu'ils ont une solution pour que l'ensemble de leur stock puisse être enlevé, pour que ce stock-là soit enlevé à un bon prix et pour que l'État continue de l'aider cette filière à côté des autres filières. Donc, Monsieur le Président, je crois qu'ils sont venus ce matin, ils n'en espéraient pas autant. Je vois le sourire du porte-parole, du Président, de tout le monde. Je crois que si vous pouvez passer le message derrière, avec à vos côtés les représentants des autres filières, notamment de la filière coton, de la filière anacarde, je pense que ça donnera de l'espoir pour la campagne qui commence déjà dans quelques jours. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le Président. Notre vision pour les années à venir, c'est désormais de vendre avant de produire. C'est ce que nous appelons agriculture contractuelle. Et comme nous aurons maintenant des usines implantées au Bénin, nous allons demander à nos ministres de tutelle de nous aider à avoir des contrats formels avec ceux-là. Pour que ne nous disent plus, nous voulons 110, le reste, allez foutre avec ça, ça ne serait pas bien. Ça ne va pas nous encourager. Mais si on a un contrat dès le départ, déjà sur ça, nous aurait déjà commencé par sensibiliser nos producteurs. Et le producteur sait déjà à combien vivre sa production. Là, si les gens même passent par derrière, ils commencent à dire n'importe quoi, ils peuvent dire non, nous, nos leaders sont déjà venus nous dire à tel prix on va vendre. Sans courage. Et ça motive aussi tout le monde. Sur ce, je vous dis merci pour avoir nous rencontrés ce matin. Et je remercie aussi le ministre qui a accepté de nous écouter aussi et tout le monde du gouvernement. Et je répète encore pour dire, c'est à partir de 2016
que notre soja a été pris en compte par l'État béninois. Je vais dire cela partout, les gens veulent l'entendre. Donc ceux qui disent que l'État veut tuer la filière soja, ceux-là ne sont pas vraiment des producteurs de soja. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Merci. Merci beaucoup. Oui. Et vive la production agricole au Bénin, vive le soja. Merci.